Le plan de la Terre, par Éric Dubé, illustration par Canev Art. Quand j'avais ton âge, par les nuits claires d'été, mon grand-père et moi étions allongés sur l'herbe à regarder les étoiles. Ma préférée était la brillante étoile polaire parfaitement positionnée au centre des constellations en rotation, comme un noble roi sur son trône présidant fièrement sur son royaume étincelant. Mon grand-père m'a pris les 88 constellations d'Andromède à Vulpecula, et il les regardait des heures tout en me racontant d'anciens contes de héros tels les 12 travaux d'Hercule, la prodigieuse journée du soleil suivant les 12 maisons du zodiaque. La dernière nuit des vacances d'été, grand-père et moi regardions les étoiles quand il pointa son doigt et dit « L'étoile polaire, mon garçon, se situe juste au-dessus du pôle Nord, ce qui veut dire que le point central de la Terre et le point central de l'univers sont parfaitement alignés. L'étoile polaire est comme l'œil de Dieu dans le ciel, regardant sa création, et les autres étoiles tout autour à des angles différents sont comme ces anges apportant la lumière aux coins les plus sombres du monde. Le pôle Nord est comme la base d'un gigantesque arbre céleste atteignant le paradis avec l'étoile polaire comme plus haute feuille sur la plus haute branche tout juste au-dessus du tronc. Les autres étoiles représentent toutes les autres feuilles de toutes les autres branches et tous les jours, ce grand arbre céleste décrit un cercle dans le ciel autour de son tronc, tout comme chaque année, sur chaque arbre sur Terre pousse un nouveau cercle autour de son tronc. Notre premier jour d'école commençait le matin suivant par un tintement de cloche et mon nouvel enseignant, M. Tyson, faisant tourner un large globe posé sur son bureau. « Dites-moi, chers élèves, quelle forme a la Terre ?» dit-il en nous regardant par-dessus ses lunettes. Je regardais autour de moi pour voir si quelqu'un répondait, mais tous étaient passifs, hypnotisés par le globe tournoyant comme devant une montre à gousset se balançant. « Personne ?» demanda-t-il encore une fois. « Quelle est la forme de la Terre ?» Je regardais par la fenêtre l'horizon parfaitement plat, comme en volant dans l'avion de mon grand-père d'où je voyais le même horizon plat tout autour de moi. Dans un moment confiant d'excitation, je levai la main et m'exclamai « La Terre est plate !» Monsieur Tyson tourna vivement la tête, me fixa d'un air dubitatif pendant quelques secondes, puis éclata de rire si fort que tous les autres élèves ne purent s'empêcher de le joindre. Embarrassé et confus, je me calai au fond de ma chaise et croisai les bras. Quand tout le monde arrêta de rire, Monsieur Tyson dit « Pauvre fou, la Terre semble plate parce qu'elle est si grande, et tu es si petit. Imagine une fourmi sur un ballon de basket. Pour elle, l'horizon semblerait plat même si elle est sur une boule. La Terre est comme un ballon de basket en rotation et tu es comme une fourmi à sa surface. » Monsieur Tyson marcha jusqu'au tableau et dessina un système solaire tout en continuant d'expliquer. La Terre ne tourne pas seulement à 1600 km par heure autour de son axe. Elle tourne aussi à 106 207 km par heure autour du Soleil. Pendant ce temps, le Soleil, la Terre et chaque planète de notre système solaire tournoient à 643 680 km/h autour de notre galaxie, alors que l'entière Voie lactée nous propulse à des millions de kilomètres par heure du Big Bang qui a créé notre univers. Sur le retour de l'école, je ne pouvais m'arrêter de penser à ce qu'avait dit M. Tyson. Si la Terre était vraiment une grosse boule tournant sur elle-même, tournant autour du Soleil, autour de la galaxie et projetée dans l'univers, alors pourquoi l'étoile du Nord ne bouge jamais? Pourquoi les constellations n'ont jamais changé de position ou de forme pendant des milliers d'années? Nuit après nuit, année après année, grand-père et moi avons vu l'étoile polaire apparaître au même endroit pendant que les autres étoiles et constellations maintenaient leur position l'une de l'autre. Si la Terre voyageait réellement à plusieurs millions de kilomètres par heure dans plusieurs directions différentes, pourquoi pourrions-nous observer chaque étoile décrire des cercles parfaits autour de l'étoile polaire? Si la Terre voyageait vraiment à des millions de kilomètres par heure dans différentes directions, les lignes d'étoiles que mon grand-père et moi avons souvent photographiées auraient pu montrer des spirales irrégulières, non pas des cercles parfaits. Quand j'arrivai à la maison, grand-père vit sur mon visage mon émoi et me demanda ce qui n'allait pas. Je lâchai mon sac par terre et m'écriai « Monsieur Tyson a dit que la Terre est une boule tournant dans l'espace. »
Grand-père et grand-mère soudainement éclatèrent de rire si fort que je ne pus m'empêcher de les joindre. « Oh, alors ne tombe pas au fond de la boule, mon chéri !» dit grand-mère en essuyant des larmes sous mes lunettes. « Et ne te rends pas malade avec tout ce tournis, mon garçon !» ajouta mon grand-père en se frappant les genoux. Ce soir-là, nous sommes restés longtemps allongés à regarder les étoiles. « Ça n'a pas de sens, grand-père, dis-je, de plus en plus frustré. Pourquoi les constellations ne changent jamais si on vole à des millions de kilomètres par heure dans différentes directions à travers l'univers? Si c'était vrai, alors le ciel devrait être différent chaque nuit. » « Tu as absolument raison, mon garçon. » Grand-père soupira et son visage jovial devint sérieux. « Je vais maintenant te dire un secret, le plus grand secret du monde. Peu de gens ont eu vent de cet incroyable secret, et ceux qui y ont eu accès sont également obligés de le garder pour eux-mêmes. Le secret est en fait quelque chose de si évident que tous peuvent le voir, mais quand tu essayes d'en parler aux autres, ils se moquent et te prennent pour un fou. C'est pourquoi ce terrible secret a été si bien caché pendant près de 500 ans. « Dis-moi, grand-père, » j'interrompais, incapable de me contenir. « Qu'est-ce que c'est ? » Depuis le début de l'histoire écrite et depuis des milliers d'années, chaque culture ancienne autour du monde savait que la Terre n'était pas une boule tournant dans l'espace. Elle savait par l'observation, l'expérimentation et le sens commun que la Terre est un plan immobile et que le Soleil, la Lune et les étoiles tournent au-dessus et autour de nous. Elle savait que le pôle Nord est le centre magnétique de la Terre avec l'étoile polaire située juste au-dessus. Elle savait, comme tu le sais, après des années d'observation du ciel, que l'étoile polaire est la seule étoile sans mouvement dans le ciel, tandis que les autres constellations tournent en cercle parfait autour d'elle. Le jour suivant, à l'école, M. Tyson continua d'expliquer sa version de l'univers. Au milieu du tableau noir, il décida un grand cercle représentant le Soleil, avec 9 cercles plus petits de différentes tailles représentant les planètes. Les planètes, dit-il, étaient des boules en rotation similaires à la Terre, et la Terre était en fait la 3e planète à partir du Soleil. Il nous montra alors un poster en couleur avec de magnifiques images de chacune d'entre elles. Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune et Pluton tournent toutes autour du Soleil, dit M. Tyson. La Terre en rotation autour d'elle-même provoque le jour et la nuit, et tout en tournant autour du Soleil fait les saisons. « Attendez une minute, dis-je à haute voix, avec un soudain excès de confiance. Mon grand-père et moi regardons souvent les étoiles et nous voyons Mercure et Vénus briller toute la nuit. Mais pour que votre dessein soit vrai, on ne devrait voir que Mercure ou Vénus pendant le jour. » M. Tyson me regarda fixement, puis leva un sourcil. Les autres enfants murmurèrent puis firent silence. « Regardez, continuai-je, si Mercure et Vénus sont plus près du Soleil que la Terre, alors on ne devrait les voir que quand le Soleil est levé. Il serait impossible de les voir de nuit, car la Terre est tournée du mauvais côté. » M. Tyson cligna enfin des yeux, fronça un sourcil, se retourna vers le tableau et continua sa lecture. Il ignora complètement ma remarque, comme si elle était hors de propos. Découragé mais non dissuadé, je savais qu'il pouvait prétendre que rien ne s'était passé, mais je trouvais une erreur fatale dans son modèle, et c'était seulement le début. Ce soir-là, après dîner, grand-père installa le télescope dans le jardin et m'appela pour m'asseoir avec lui, me demandant avec un sourire. « Quel nouveau non-sens t'ont-ils enseigné aujourd'hui, mon garçon ?» M. Tyson nous a montré des photos de planètes et il a dit que toutes les autres planètes sont des sphères, donc la Terre devrait être aussi une sphère. Le sourire de grand-père s'étira jusqu'aux oreilles. « C'est fou, n'est-ce pas ? Les ballons de basket sont des sphères, mais cela ne veut pas dire que le court est une sphère. Les boules de billard sont des sphères, mais cela ne fait pas de la table une sphère. Pour commencer, tu sais que quelque chose est faux quand tu demandes la forme du plancher et quelqu'un regarde tout de suite au plafond pour chercher la réponse. Par ailleurs, la Terre n'est pas une planète. La Terre est un plan, ce qui veut dire de niveau ou plat. Ils ont juste ajouté « et » à la fin de plan pour dire que la Terre est ronde. Regarde ici.
Grand-père me fit signe de regarder dans le télescope une étoile jaune brillante et clignotante, ronde, mais pas sphérique. Ça, mon garçon, c'est, entre guillemets, la planète Vénus. Mais ça ne ressemble à rien à l'image que M. Tyson nous a montrée, interrompais-je. Mon grand-père hocha la tête. Ils peuvent faire des photos vraisemblables avec des ordinateurs, mais ils ne peuvent pas nous empêcher d'utiliser nos propres yeux pour voir la vérité. Vénus était appelée l'étoile du matin, car on la voit souvent se lever à l'est avant l'aube. En fait, toutes les prétendues planètes étaient connues des anciens comme étoiles errantes, car elles sont différentes des autres étoiles par leur relatif mouvement, chacune faisant son propre et unique pétale de fleurs autour de la Terre. Comme tu peux le voir, toutes les étoiles et prétendues planètes sont seulement des lumières immatérielles dans le ciel. Elles ne sont pas de gigantesques boules de gaz en fusion comme la Terre sphérique, tout comme elles ne sont pas à des millions et des millions de kilomètres, mais plutôt assez près, vu les détails qu'on peut voir avec un télescope qui zoome 80 fois. Le jour suivant, M. Tyson commença la classe en demandant « Lequel est le plus gros, le Soleil ou la Lune ?» Comme d'habitude, aucun des autres élèves ne parla, donc je levai vite ma main, pensant que la réponse était évidente. « Ils ont la même taille, tout le monde peut le voir. »« Encore faux, petit sot !» M. Tyson rit pour lui-même. « Le Soleil est en fait 400 fois plus gros que la Lune. Il semble avoir la même taille que la Lune parce qu'il est aussi 400 fois plus loin que la Terre. » Ahuri, je me jetai en arrière. « Vous voulez me faire croire que l'horizon plat que je vois devant moi est en fait courbe, que la Terre immobile que je sens sous mes pieds est en fait en mouvement, et que les deux cercles identiques que je vois au-dessus de moi ont des tailles 400 fois différentes ? À quelle distance croyez-vous que se trouve le Soleil, Monsieur Tyson ? » Le Soleil est à peu près à 150 millions de kilomètres de la Terre, dit-il en roulant lentement les yeux. Comment pouvez-vous, ou n'importe qui d'autre, savoir si personne n'a jamais voyagé 150 millions de kilomètres pour le prouver ? Demandai-je, les yeux brillants. Des calculs et des formules mathématiques complexes réalisés par des astrophysiciens depuis des siècles et des gens plus intelligents qu'un petit écolier embêtant, voilà comment. Cet après-midi, après avoir écouté ce que M. Tyson nous avait appris, grand-père prépara sa voiture et m'emmena à la plage. Le soleil brillait à travers quelques nuages, filtrant ses rayons au-dessus de l'eau comme une pyramide de lumière. « On les appelle rayons crépusculaires », expliqua grand-père. Si tu suis les rayons de lumière au-delà des nuages, ils convergent tous vers le soleil, tout comme si tu suis les rayons de lumière d'une lampe torche, ils remontent tous vers leur source. Donc, que penses-tu ? Est-ce que ça fait 150 millions de kilomètres ? Grand-père sourit pendant que je plissais mes yeux et secouais la tête. Même Copernic, l'inventeur de tout ce système solaire, a prétendu que le soleil était à 5 457 607 kilomètres. Sur la base de ses calculs. Au siècle suivant, Kepler affirma que le Soleil était en fait à 19 918 529 km d'après ses calculs. Isaac Newton, un siècle plus tard, a été cité disant « Peu importe qu'il soit estimé à 45 ou 87 millions de kilomètres, les deux seraient justes. » Tu peux voir la valeur scientifique que ces prétendus scientifiques donnaient à leurs calculs, et rien n'a changé depuis. Au cours des siècles, en utilisant leur mathémagique, ils ont continué de repousser la distance supposée du Soleil à celle d'aujourd'hui la plus experte, la figure super pseudo-scientifique de 150 millions de kilomètres. Grand-père prit un sac de sport de la voiture et nous nous dirigeâmes vers le littoral. Tu vois, ils peuvent faire des calculs et des formules mathématiques montrant que le Soleil est à des milliards de kilomètres s'ils veulent. Mais ça n'en fait pas une réalité. La vraie science doit être observable, vérifiable et reproduite pour que tout le monde puisse expérimenter et conclure par soi-même. Et c'est ce que nous allons faire. Grand-père tira un long instrument astronomique de son sac et le plaça dans mes mains. Ceci s'appelle un sextant, et c'est utilisé pour calculer l'angle exact d'objets comme le Soleil, la Lune et les étoiles. Il plaça ses mains sur les miennes et leva le viseur jusqu'à ce que je puisse voir à travers.
D'abord, on s'aligne avec la ligne d'horizon. Appuie sur la tâche pour libérer la barre d'index, puis ramène le soleil sur la ligne d'horizon et lis l'angle. Voilà comment les marins utilisent depuis longtemps les étoiles pour naviguer sur la mer et comment on peut savoir que le soleil n'est pas à des millions de kilomètres. En prenant la mesure des angles en 2 endroits différents au même moment de la journée, puis en prenant en compte la distance en ligne droite entre les 2 points, on a 2 angles exacts et un côté d'un triangle rectangle à partir duquel on peut utiliser les théorèmes de Pythagore pour calculer réellement la distance du Soleil. Les navigateurs depuis des siècles ont utilisé cette méthode et déterminé que le Soleil et la Lune ont à peu près le même diamètre de 48 km et sont à moins de 4800 km de la Terre. Alors que nous étions allongés sur la plage, le soleil commença à se nuancer de rouge, orange et jaune dans le ciel. Je croisai mes bras derrière ma tête et demandai : « Grand-père, pourquoi le soleil change de couleur au lever et au coucher ?» Grand-père sourit, s'assit et pointa une rangée de lampadaires dans le parking. « Regarde comment chaque lampadaire semble plus petit et proche du sol que le précédent. » Je notai et hochai la tête. En réalité, tous ces lampadaires ont la même hauteur et semblent se perdre à l'horizon à cause de notre perception de la perspective. De la même manière, le soleil ne se lève pas ou ne se couche pas. À l'aube et au crépuscule, le soleil est plus loin qu'à midi. Donc de notre perspective, il semble se lever et se coucher, mais en fait, il s'approche puis s'éloigne. Maintenant, quand le soleil est loin, ses rayons doivent traverser plus de molécules d'air avant d'atteindre nos yeux. Cela fait des longueurs d'onde de couleurs plus courtes, comme le bleu, dispersées dans toutes les directions, laissant les plus grandes longueurs d'onde comme le rouge et l'orange atteindre tes yeux et créer ce magnifique spectacle. Comme le soleil avait disparu de moitié derrière l'horizon, grand-père prit sa caméra et m'appela près de lui. « Regarde ici, mon garçon. On dirait que le soleil sombre derrière l'horizon, mais quand on zoome, on peut prouver qu'il ne fait que s'éloigner de nous. » Comme la caméra zoomait, la moitié cachée du soleil devint à nouveau visible, et quand je zoomais encore, le soleil remontait dans le ciel. « Tu peux aussi le faire avec des bateaux à l'horizon, » dit grand-père en pointant un bateau au loin. « Regarde comme celui-là semble couler coque la première à l'horizon. Les pseudo-scientifiques, comme ton professeur M. Tyson, disent depuis des siècles que c'est la preuve que nous vivons sur une boule. L'horizon est la courbure de la sphère terrestre et quand les bateaux ou le soleil vont au-delà, c'est qu'ils sont passés de l'autre côté de la boule. Si c'était vrai, alors on ne pourrait pas les revoir en zoomant, mais regarde là. Ce bateau a complètement disparu de notre regard et avec cette technologie dernier cri, on peut zoomer et le revoir tout entier, ce qui prouve que l'horizon n'est pas la courbe de leur terre ronde, mais bien la limite de notre perspective. « Grand-père, c'est quoi un pseudo-scientifique ?» demandai-je. Il répondit en gloussant. « Pseudo signifie faux. Un scientifique est quiconque qui utilise l'observation et l'expérimentation pour formuler des conclusions logiques au sujet du monde naturel. Donc un pseudo-scientifique est un faux scientifique, ou quelqu'un qui renie l'observation et l'expérimentation en faveur de théories de contes de fées. Toi et moi sommes de vrais scientifiques, mon garçon, » s'exclama grand-père. Les pseudo-scientifiques disent que la Terre est une grosse boule de 6300 km de diamètre, donc on peut encore utiliser le théorème de Pythagore pour calculer la courbure qui existe selon eux, qui est de 20 cm par kilomètre au carré. C'est-à-dire qu'après 2 km, la Terre devrait se courber vers le bas de 80 cm. Après 3 km, de 180 cm. Et après 10 km, la largeur de cette baie, la Terre devrait se courber de 20 mètres vers le bas. Regarde au-dessus de cette rampe et vois par toi-même, est-ce que l'horizon tombe ? En observant l'horizon parfaitement plat d'une côte à l'autre, je secouai ma tête en disant « non ». « Bien sûr que non, sourit grand-père. Tu ne verras jamais un horizon courbe ni une eau courbe. On l'appelle horizon pour une bonne raison, parce qu'il est toujours parfaitement horizontal. Et on dit niveau de la mer
parce que l'eau calme est toujours de niveau parfait. Que ce soit dans un verre, une bouteille, une baignoire, un étang, un lac ou un océan, la nature physique de l'eau ou de tout autre liquide est de chercher et de rester de niveau. 70% du monde est couvert d'eau à niveau, donc comment la Terre ne peut être autrement que plate ? L'idée que la surface de nos océans est courbe et collée à la surface d'une boule tournant dans l'espace est le plus gros mensonge de toute l'histoire de l'humanité. L'école commença le matin suivant par le tintement de la cloche et M. Tyson qui laissa tomber son micro. « Pourquoi ce micro est tombé au sol ? Personne ?» demanda-t-il en regardant toute la classe. Quand satisfait, personne ne répondit, il continua. « Il est tombé à cause de la gravité, une force créée par les grosses masses qui entraînent les masses plus petites à se coller à elles comme un aimant. Parce que la Terre est si massive, elle crée une attraction gravitationnelle qui a collé le micro au sol. Cette gravité est ce qui maintient les gens, les maisons, les océans et tout le reste collés à notre globe. Quelqu'un a-t-il jamais entendu dire de l'Australie que c'était la Terre d'en dessous ? » Quelques élèves levèrent la main pendant que M. Tyson prenait le globe de son bureau et pointait en dessous de celui-ci. Comme vous pouvez le voir, l'Australie est littéralement une terre d'en dessous du globe, et la gravité empêche les Australiens de tomber du dessous de la Terre. La classe éclata de rire pendant que je pensais à l'absurde idée des Australiens la tête en bas et attirés vers le centre du globe pour ne pas tomber. Comment la gravité pourrait être aussi forte pour maintenir les gens, les maisons, les océans tout entiers à la surface d'une boule en rotation, alors que la fumée et la vapeur, les petits oiseaux et les insectes peuvent s'envoler dans les airs avec autant de facilité? Comment la gravité pourrait être aussi forte pour plier et maintenir les océans sur une boule, mais trop faible pour faire couler un nénuphar ou une simple feuille morte? M. Tyson dessina un grand cercle, puis un moyen et un plus petit sur le tableau pour représenter le Soleil, la Terre et la Lune, et continua ses explications. Le Soleil, c'est l'objet le plus massif de notre système solaire et il génère la plus grande force gravitationnelle. La Terre est plus petite que le Soleil mais plus grande que la Lune, donc la gravitation entraîne l'orbite de la Terre autour du Soleil, tandis que la Lune est en orbite autour de la Terre. « Attendez une minute », j'interrompais rapidement en levant la main. « Juste avant, vous avez dit que la gravité entraîne les petites masses vers les plus grandes. Maintenant, vous dites qu'elle met en orbite les petites masses autour des plus grandes. Laquelle c'est, M. Tyson? Et comment la gravité décide quand faire tourner les choses en cercle et quand les attirer comme des aimants? C'est comme ça, espèce d'arrogant. » Quand je rentrais à la maison et racontais tout sur la gravité à grand-père, il insista qu'il était temps pour nous de faire une autre balade. Après avoir pris un grand seau et un globe de la remise, nous allâmes au centre-ville pour nous arrêter en face du bâtiment des Nations Unies devant lequel se trouvait une grande fontaine dont la forme ressemblait à une carte du monde. Au centre, situé au pôle nord de la carte, se dressait un drapeau des Nations Unies. « Parfois, la vérité est cachée sous nos yeux, » dit grand-père. Ce drapeau et cette fontaine montrent une carte plus réaliste de notre terre que tout ce qu'ils enseignent à l'école, mon garçon. L'eau de la fontaine représente les océans de niveau et parfaitement plat. Ainsi, les continents émergeants du niveau de la mer nous donnent une idée pratique et tactile d'un modèle fonctionnel de la terre et des mers. Maintenant, compare ça avec ceci, dit grand-père, en tenant le globe d'une main et de l'autre le seau rempli d'eau de la fontaine. Puis il versa l'eau sur le globe et nous regardâmes jusqu'à la dernière goutte tombée dans la fontaine. L'eau doit être contenue comme avec ce seau ou cette fontaine et prendra la forme de son contenant. Cependant, l'eau ne restera jamais collée à l'extérieur d'une forme telle que ce globe. Peu importe la taille du globe, l'eau tombera toujours vers le bas et les gens ne pourront se tenir debout qu'à son sommet. Même la terre géante à Disney World, haute de 18 étages et pesant 8000 tonnes, la plus grande sphère jamais construite ne peut provoquer un iota de cette gravité ou même attirer ou faire orbiter une balle de golf.
Tu vois, cette forme théorique qui attire tout vers le centre des grosses masses était nécessaire pour expliquer comment l'eau pouvait plier autour de la Terre globe et empêcher les gens de tomber. Le problème est, pour qu'une théorie soit prouvée, elle doit être observable et mesurable et pouvoir être reproduite et adaptée. Pourtant, 400 ans après la théorie de Newton, ni la courbure de l'eau ou cette force magique d'attraction ne sont observables, mesurables ou reproduites, et même la plus grande sphère jamais construite ne montre pas les propriétés qu'ils attribuent à notre Terre ronde. C'est facile de dire que la nature physique de l'eau, curieusement, change à une échelle trop grande pour être reproduite, mais ce n'est pas de la science. Longtemps avant que la théorie de la gravité ne soit une lueur dans l'imagination de Newton, la physique naturelle de la densité et de la flottabilité expliquait déjà pourquoi les pommes tombent. C'est pourtant simple. Les objets tombent ou s'élèvent en fonction de la densité relative du milieu environnant. Les pommes tombent car elles sont plus denses que l'air, tandis qu'un ballon d'hélium s'élève car il est plus léger. Pas besoin de gravité. C'est pourquoi la pluie tombe du ciel vers le sol et que les bulles d'air montent dans l'eau. Toute chose recherche sa densité relative et monte ou descend jusqu'à l'équilibre. C'est pourquoi un petit caillou tombe au fond de l'océan mais un gigantesque bateau de croisière ou un porte-avions flotte à la surface. Parce que même si le caillou est petit, sa masse relative à son volume, sa densité, est plus grande que l'eau, donc il coule, et même si le bateau de croisière est grand, sa masse relative à son volume est plus petite que l'eau, donc il flotte. Si la pomme de Newton était tombée dans une mare plutôt que sur sa tête, il aurait vu la pomme tomber à travers l'air car elle est plus dense que l'air. Mais elle aurait flotté sur l'eau car elle est moins dense que l'eau. N'as-tu jamais remarqué comment il est plus facile de flotter avec tes poumons remplis d'air que lorsqu'ils sont vides ? Les sous-marins flottent quand leurs réservoirs sont remplis d'air, mais quand ils sont ouverts et que l'eau salée pénètre à l'intérieur de ceux-ci, la densité des sous-marins devient plus grande que l'eau et ils commencent à se submerger. En fonction de la profondeur souhaitée, les marins ajustent simplement le ratio air-eau des réservoirs, et quand ils sont prêts à refaire surface, ils chassent l'eau des réservoirs avec de l'air comprimé, réduisant ainsi la densité, ce qui les entraîne vers la surface. On peut aussi démontrer cette densité relative en gonflant un ballon avec moitié d'air et moitié d'hélium. Puisque l'hélium est plus léger que l'oxygène, l'azote et les autres gaz qui composent l'air autour de nous, remplir un ballon avec la bonne quantité d'hélium pour équilibrer la densité dans et hors du ballon entraîne un défaut de gravité, et le ballon lévite en équilibre sans monter ni descendre. « Descends, mon garçon !» dit grand-père en me faisant signe depuis le quai. Les sous-marins ne démontrent pas seulement que la gravité n'existe pas, ils prouvent aussi que les océans sont plats. Grand-père salua un officier de marine et m'emmena à bord du plus grand sous-marin que je n'avais jamais vu. Nous entrâmes dans la salle de commande et grand-père pointa différents graphiques et cartes étalées sur la table. Les capitaines de longs trajets en mer n'ont pas besoin de prendre en compte la supposée courbure de la Terre dans leurs calculs. Les méthodes de calcul les plus courantes dans l'aviation et la marine utilisent la géométrie plane et non la trigonométrie, considérant que les océans sont absolument plats. Si la Terre était une sphère, de tels calculs mèneraient à des erreurs constantes, alors qu'en fait, la méthode de navigation plane a parfaitement fonctionné depuis des milliers d'années. « Regarde ça, dit grand-père en tirant 2 périscopes. Les périscopes d'observation peuvent voir des navires jusqu'à 12 à 13 km, quand les périscopes spéciaux équipés de zoom high-tech peuvent voir 2 à 3 fois plus loin des navires qui devraient être invisibles sous une centaine de mètres de courbure présumée de la Terre. Les sous-marins programment leur profondeur puis parcourent des distances de plusieurs centaines et milliers de kilomètres sans changer leur inclinaison. Si la Terre était une sphère, les sous-marins devraient régulièrement piquer du nez pour maintenir leur profondeur. Sinon, ils feraient surface du fait de la courbure. Grand-père prit ma main et m'emmena vers les salles des torpilles et du sonar. Les sous-marins sont équipés de longues torpilles comme les Black Shark et les F-21 qui peuvent tracer des lignes droites de plus de 48 km. Mais si la Terre était vraiment un globe de cette grosseur, les cibles de ces torpilles devraient être cachées derrière 180 mètres de courbure terrestre.
Les canons de navires modernes ont la capacité de tirer sur une cible à 190 km. Sur une terre ronde, une telle cible serait cachée par 2900 mètres de déclinaison. Enfin, le sonar émet des ondes devant, derrière, à bâbord et à tribord, et reçoit des signaux sonars de toutes directions jusqu'à 1600 km. Sur un globe, ces signaux devraient être indétectables, cachés par plus de 160 km de courbure supposée. De retour à l'école le jour suivant, mon cerveau en ébullition suite aux révélations de la semaine, M. Tyson nous apporta une télévision pour voir un documentaire sur le cosmos avec de magnifiques images et vidéos de la Terre, le Soleil, la Lune, les étoiles et les planètes toutes colorées comme des boules de billard en rotation. Des satellites, des télescopes, des stations spatiales et des astronautes flottant dans l'espace, des rovers télécommandés sur Mars, même des hommes marchant et sautant sur la Lune. Pendant que les autres élèves regardaient fascinés et poussant des «Oh» et des «Ah» à chaque nouvelle image, je repensais à quelque chose que me disait mon grand-père au sujet des licornes roses. « Si je te disais que j'ai une licorne rose dans ma remise, tu me croirais ?» demanda-t-il. Je secouai la tête. « Tu ne me croirais pas, et tu ne devrais pas, car les gens peuvent mentir. Si je te montrais une photo de quelque licorne rose dans ma remise, alors tu me croirais ?» Je secouai encore la tête. « Tu ne me croirais toujours pas, car les images peuvent être truquées. Si je te montrais des vidéos haute définition de licorne rose dans ma remise, alors tu me croirais ?» Je secouai une fois de plus la tête. « Tu ne me croirais toujours pas, car les vidéos peuvent aussi être truquées. » Grand-père voulait dire que nous ne devrions pas croire les informations de seconde main, mais que nous devrions faire nos propres expériences et nos propres recherches nous-mêmes. Alors nous connaissons la vérité plutôt que croire, et comme dit toujours grand-père, la croyance est simplement un substitut de la connaissance. Avec l'écho de ces paroles dans ma tête, je commençais à m'apercevoir à quel point ces magnifiques photos de la Terre étaient fausses, comment elles étaient montées de toutes pièces par ordinateur et non pas de vraies photos. La couleur, la taille et la forme des continents et des océans étaient tellement différents d'une image à l'autre qu'elles ne pouvaient pas être réelles. Plus je regardais ces supposées images de la Terre depuis l'espace et plus je me rappelais les licornes roses de grand-père. « Regarde ça, mon garçon !» Grand-père m'appela dans le bureau et pointa l'écran de son ordinateur. La même vidéo que j'avais vue à l'école montrant des hommes sur la Lune mais en lecture 2 fois plus rapide. Ma mâchoire retombait lentement comme il était évident que les astronautes marchaient, sautaient, conduisaient le kart et jouaient au golf sur la Terre et le passaient au ralenti pour donner l'illusion d'une faible gravité. « Maintenant regarde ceci », dit grand-père en sélectionnant plusieurs courts-métrages où l'on pouvait clairement voir des câbles attachés au dos des astronautes. « Ils ont en plus utilisé le même fond d'écran encore et encore », dit grand-père, en me montrant les photos et les vidéos prises devant les mêmes collines, les mêmes dunes et les mêmes cratères supposés être à des endroits différents de la Lune. Il y avait aussi des lignes de séparation sur le sol entre le premier plan et l'arrière-plan, des reflets provenant de différentes sources de lumière, même des spots se reflétant sur les casques des astronautes, prouvant que les scènes ont été tournées en studio. « On peut montrer leur tricherie en utilisant Photoshop, dit grand-père en ouvrant plusieurs photos officielles de la NASA montrant la Terre prise depuis la Lune. Ajustons la luminosité et le niveau de contraste et regardons ce qui se passe. » Quand grand-père eut augmenté la luminosité et baissé un peu le contraste, des rectangles apparurent autour de la Terre montrant qu'il s'agissait d'une image découpée puis collée à cet emplacement. D'autres images ainsi ajustées montrèrent des ombres dans l'espace, prouvant là encore qu'ils étaient dans un studio avec des murs et des plafonds noirs et non pas sur la Lune. « Maintenant regarde la forme de ces nuages, dit grand-père en pointant une photo de la planète bleue par la NASA. Que remarques-tu ? Rien au premier abord, mais soudain je ne pouvais voir que ça. Le même groupe de nuages était copié à différents endroits du globe. Pas des nuages similaires, mais des copier-coller de mêmes nuages. Je vais te dire une chose, mon garçon, dit grand-père. La seule chose que la NASA ait jamais envoyée dans l'espace, c'est notre imagination. Grand-père pointa à la fenêtre du bureau d'où l'on voyait la Lune en cet après-midi. Remarque comment tu peux voir le ciel bleu à travers la Lune.
C'est parce que la Lune n'est pas cette boule poussiéreuse, solide et opaque où l'on peut poser le pied. C'est simplement une lumière translucide. Pendant des siècles, les astronomes ont écrit clairement voir les étoiles et les planètes au travers de la Lune croissante et décroissante. En fait, une étoile occultant la Lune croissante est depuis longtemps le symbole de l'islam et se trouve sur le drapeau de l'Algérie, du Pakistan, de Singapour, de la Tunisie et de la Turquie. Ces mêmes pseudo-astronomes experts nous disent que la Lune n'a pas sa propre lumière et reflète simplement la lumière du Soleil. Mais ceci est probablement incorrect, car ces deux lumières ont des propriétés différentes et opposées. Par exemple, la lumière du Soleil est dorée, chaude, sèche, conservatrice, antiseptique, réduit la combustion et empêche les plantes et les substances animales de se décomposer, tandis que la lumière de la Lune est argentée, froide, humide, septique, facilite la putréfaction et la combustion et provoque la décomposition des plantes et des substances animales. Ces effets très différents et opposés ne peuvent pas être le résultat d'un simple reflet et prouvent que le Soleil et la Lune brillent de leur propre lumière. Plus tard en soirée, grand-père et moi avons préparé une expérience pour vérifier si la lumière de la Lune était vraiment froide. Nous avons mis un verre d'eau à la lumière directe de la Lune et un autre à son ombre. Puis nous avons mesuré les températures de l'air et des deux verres d'eau. Toute la nuit, l'air et l'eau du clair de lune sont restés entre 1 et 2 degrés plus froids que l'air et l'eau restés à l'ombre. Si on le fait lors de la pleine lune, le résultat est encore plus probant, dit grand-père. Mais cela suffit à prouver que la lune produit sa propre lumière froide. Les astronomes disent que la lune est un astre solide et sphérique qui reflète la lumière du soleil, mais le fait est que les réflecteurs doivent être plats ou concaves pour que les rayons de lumière aient une quelconque incidence. Si la surface du réflecteur est convexe, alors chaque rayon de lumière est dirigé en ligne droite perpendiculairement à la surface, sans réflexion. Donc, en d'autres termes, il est impossible que l'homme ait un jour posé le pied sur la Lune, car elle n'est pas de terre ferme comme la Terre, mais plutôt une lampe, comme le Soleil, qui éclaire de sa propre lumière. Le matin suivant fut le début d'un long week-end et grand-père me réveilla tôt. « Nous partons à l'aventure, mon garçon. » Grand-mère avait déjà préparé mon sac dans la voiture avec le petit déjeuner tout prêt et nous fit au revoir quand nous partîmes vers l'aéroport. En arrivant à l'aéroport, grand-père fut accueilli chaleureusement par tous les pilotes que nous croisâmes. « Aujourd'hui, nous allons voir de nos propres yeux et prouver que la Terre est plate avec mon monomoteur », s'exclama fièrement grand-père en montrant les ailes de son avion. « Je l'ai appelé The Earth Plane, un nom à double sens, dit-il en souriant. » Nous montâmes dans le cockpit, nous attachâmes et furent prêts pour le décollage. Comme nous prenions de la vitesse, grand-père me cria de regarder l'horizon et de ne pas le quitter des yeux. Nous décollâmes et vîmes l'horizon s'étendre de plus en plus à mesure que nous prenions de l'altitude. « Regarde encore !» cria grand-père en tirant sur le manche et nous nous montions de plus en plus haut. L'horizon s'étendit tout autour de nous, toujours parfaitement plat à 360 degrés. « Nous sommes presque à l'altitude maximum maintenant, dit grand-père en tirant encore sur les commandes, quand soudain le moteur cala et tout devint silencieux, et l'avion commença à piquer du nez. « Oh oh !» dit grand-père en actionnant nerveusement les commandes. Comme je commençais à paniquer, je vis un sourire poindre sur les lèvres de grand-père. Puis, il redémarra le moteur, redressa l'avion, me regarda et fit un clin d'œil. Quand nous atterrîmes, grand-père m'expliqua. Si l'horizon était la courbure du globe, peu importe sa largeur, il resterait à la même hauteur et nous devrions baisser la tête au fur et à mesure que nous montons en altitude. Dans la réalité, quelle que soit l'altitude, l'horizon reste à la même hauteur et reste plat. En fait, des ballons amateurs équipés de caméras sont allés 10 fois plus haut que nous, soit à plus de 36 000 mètres, et l'horizon plat monte tout au long de l'ascension. La seule façon de voir un horizon courbe est avec l'aide d'un objectif de type fisheye ou au travers les hublots courbés des avions de ligne. Après avoir bu un chocolat chaud, grand-père me donna un petit niveau à bulles et nous retournâmes à l'avion pour une autre expérience. En pointant le tableau de bord, il dit « Cela s'appelle un indicateur d'assiette ou horizon artificiel.
Ça utilise un gyroscope pour orienter le pilote à partir de l'horizon de la Terre. Quand on décollera pour gagner de l'altitude, l'horizon artificiel tombera et la bulle de son niveau partira vers l'avant. Quand on atteindra l'altitude de croisière, je mettrai l'avion droit et l'horizon artificiel et ton niveau le confirmeront. On continuera de voler tout droit et à l'horizontale, toute la nuit plein sud, et demain matin, je réduirai l'altitude, et l'horizon artificiel montera et la bulle de ton niveau montera vers toi jusqu'à notre atterrissage. Si on volait autour d'un globe et non pas une terre plane, je devrais régulièrement piquer du nez et réduire mon altitude pour rattraper la courbure du globe. Autrement, je gagnerais de l'altitude constamment en volant de niveau. C'est absurde, car aucun pilote n'a jamais gagné en altitude en volant de niveau. Mais c'est ce qui devrait arriver sur un globe. Grand-père prit un crayon et un papier pour m'expliquer encore. D'abord, il dessina un grand cercle pour représenter le globe. Puis, il tira un trait en bordure du cercle pour représenter le trajet d'un avion volant de niveau. Enfin, il dessina des pointillés perpendiculaires à la ligne droite pour démontrer le gain d'altitude si l'on survolait un globe. Si la Terre est une boule de 4000 km de circonférence, que l'on vole à 320 km/h en 30 minutes, la courbure de la Terre devrait décliner de plus de 1,6 km et en 1 heure, on devrait se trouver à plus de 8 km au-dessus de l'altitude de départ simplement en volant de niveau. Regardons ce qui arrive vraiment. Grand-père attacha le niveau à côté de mon siège, me tapota la tête et sauta dans le cockpit. Quand nous décollâmes, la bulle de mon niveau partit vers l'avant et l'horizon artificiel tomba, comme l'avait dit grand-père. Puis nous atteignîmes notre altitude de croisière et grand-père plaça l'avion de niveau, amenant ainsi l'horizon réel et artificiel bien au centre, où ils restèrent pendant des heures jusqu'à ce que je m'endorme. Le matin suivant, alors que je me réveillais, après avoir voyagé des milliers de kilomètres, nous volions toujours à la même altitude, ce qui prouvait que la Terre ne pouvait pas être un globe qui déclinait devant nous. Peux-tu imaginer atterrir si cette piste bougeait à 1600 km/h ? Gloussa grand-père en abaissant le train d'atterrissage. Si la Terre tournait en permanence vers l'est à 1600 km à chaque heure, il serait impossible pour les avions d'atterrir sur les pistes orientées nord, sud, est, ouest ou dans n'importe quelle autre direction. Grand-père toucha le sol doucement et gara l'avion pour faire le plein. Au XVIIIe siècle, quand les ballons d'air chaud ont été inventés, les gens ont demandé pourquoi, si la Terre était en constante rotation, ils ne pouvaient pas rester en vol stationnaire et attendre que leur destination vienne sous eux. Les pseudo-scientifiques de l'époque ont dit que c'était impossible car la force magique de la gravité emportait toute l'atmosphère et ces ballons en même temps que la Terre. C'est contre toute science, logique et sens commun, mais quand les hommes d'autorité supposés font des déclarations officielles, ils sont rarement remis en question. Si la Terre et l'atmosphère étaient en constante rotation à la vitesse de 1600 km/h vers l'Est, ce serait visible, ressenti ou mesurable par quelqu'un, et personne ne l'a encore remarqué. Cependant, on peut entendre, sentir et mesurer une brise du sud d'1 km/h. De telles théories sont contredites par les nuages, le vent, les saisons, la pluie, les feux d'artifice, les oiseaux, les insectes, la fumée, les avions et les fusées, qui tous se comporteraient différemment si la Terre et l'atmosphère tournaient plus vite que la vitesse du son. Sérieusement, mon garçon, peux-tu imaginer la pluie tomber à l'horizontale, au niveau de l'équateur, ou des avions atterrir à l'envers en Australie ? Grand-père et moi partîmes d'un fou rire à cette idée ridicule. Au tournant du XXe siècle, les pseudo-scientifiques de la Terre ronde ont été contredits par l'invention des avions. Tu vois, si la Terre était en constante rotation en direction de l'Est, à 1600 km à l'équateur, alors les durées de vol Est et Ouest seraient totalement différentes. Depuis que la vitesse moyenne des vols long courrier est de 800 km/h, les vols en direction de l'Ouest autour de l'équateur devraient atteindre leur destination 3 fois plus vite que leur retour vers l'Est. En réalité, la différence entre les vols Est et Ouest n'est que de quelques minutes et rien qui ressemblerait à une Terre ronde tournant à 1600 km/h. Par exemple, les vols commerciaux de Quito en Équateur parcourant 3200 km vers l'Est jusqu'à Macapá, au Brésil, à 800 km/h, mettent en moyenne 4 heures. Donc le vol retour allant contre une supposée Terre tournant à 1600 km/h
devrait être beaucoup plus court, mais en réalité, il met exactement 4 heures, comme prévu, sur une Terre stationnaire. Ce soir-là, nous montâmes le camp dans les bois près de l'aérodrome, avec tente et sac de couchage, et nous fîmes griller des guimauves sur le feu. Grand-père me montrait comment les faire dorer à point sans les faire brûler, quand soudain il devint silencieux et esquissa un sourire. Avec les yeux pétillants, grand-père me raconta la dernière fois qu'il montra à quelqu'un comment faire dorer des guimauves. C'était lors de notre lune de miel, à ta grand-mère et moi, dans l'Arctique, qui était en fait un soleil de miel, parce qu'on est resté éveillé toute la nuit à regarder un soleil de minuit qui ne se couchait jamais. Qu'est-ce qu'un soleil de minuit demandai-je alors que ma guimauve prenait feu. Grand-père me prit rapidement mon bâton et souffla les flammes de mon bonbon carbonisé. Le soleil de minuit est ce que tu peux voir dans les régions du nord au-dessus du cercle arctique, aux alentours du solstice d'été. Pendant plusieurs jours et même plusieurs semaines, suivant où tu te trouves, tu peux voir le soleil faire 360 degrés autour de toi, montant et descendant lentement toutes les 12 heures, mais sans jamais disparaître à l'horizon. Ceci parce qu'au solstice d'été, le soleil parcourt le cercle le plus restreint au-dessus du tropique du Cancer, permettant aux observateurs situés dans le cercle arctique de le voir faire son tour complet en 24 heures, sans jamais quitter le ciel. Ta grand-mère et moi avons passé 3 jours sans nuit, 72 heures de lumière du jour, ce qui serait impossible sur une terre tournante, oscillante et inclinée. Pour voir le soleil lors d'une révolution complète sur une boule qui tourne à partir de n'importe quel autre point autre que les pôles, tu devrais voir au travers des kilomètres et des kilomètres de terre et d'océan pour une partie de la révolution. Quiconque plus bas que les pôles ne pourrait observer le soleil pendant 72 heures, soit 3 révolutions complètes sans être capable de voir au travers du globe pour voir le soleil de l'autre côté. Les pseudo-scientifiques de la Terre ronde ont expliqué que le soleil de minuit se produit en Antarctique pendant le solstice d'hiver pour soutenir leur modèle de planète vacillante. Mais leurs seules preuves supposées sont quelques fausses vidéos qui furent vite démasquées. Il n'y a en fait jamais de journée de 24 heures en Antarctique, car même quand le Soleil décrit son cercle le plus grand au-dessus du tropique du Capricorne, la circonférence totale de l'Antarctique ne peut à aucun moment être entièrement atteinte par sa lumière. Le Soleil se lève donc chaque jour. La Société royale géographique belge a même enregistré pendant les hivers les plus rudes de l'Antarctique, à partir du 71e degré de latitude sud, que le Soleil se couche le 17 mai et ne refait surface à l'horizon que le 21 juin. Ceci serait impossible sur un globe en orbite autour du Soleil. Et c'est une autre preuve que nous vivons sur un plan sans mouvement, avec le Soleil, la Lune et les étoiles tournant autour de nous, comme nous pouvons le voir tous les jours. Après presque un jour entier à voler, la température commençait à tomber et nous fîmes notre dernier plein sur les îles Shetland, îles de la désolation. Comme nous marchions sur le littoral, grand-père déplia une grande carte appelée carte du monde d'Hammond et pointa notre position. Ici, à 49 degrés sud de latitude, nous sommes près du climat le plus froid, le plus rude de la Terre, l'Antarctique. Grand-père traça du doigt un grand cercle autour de la carte, puis traça 2 cercles plus petits pour montrer le parcours du Soleil tout au long de l'année. Pendant sa spirale annuelle au-dessus et autour de la Terre, le Soleil accélère lentement et élargit son chemin circulaire pendant 6 mois, jusqu'à ce qu'il atteigne le tropique du Capricorne à 23,5 degrés de latitude sud. Puis pendant les 6 mois suivants, le Soleil ralentit et rétrécit son chemin jusqu'à ce qu'il atteigne le tropique du Cancer à 23,5 degrés de latitude nord. C'est pourquoi les régions tropicales et équatoriales ont toute l'année un climat chaud, pendant que les latitudes plus hautes au nord et spécialement au sud ont des saisons plus marquées et des hivers plus rudes. Ici, sur les îles Shetland, il n'y a que 18 espèces de plantes et une poignée d'animaux qui peuvent survivre au froid, au climat hostile, comparé à la même latitude de 49 degrés nord comme en France, qui a un climat plus hospitalier et qui abrite des centaines d'espèces animales et des milliers d'espèces végétales. Le contraste saisissant entre les endroits de même latitude nord et sud est un résultat direct de l'influence, ou manque d'influence, du Soleil.
Dans le nord, l'aube et le crépuscule donnent lieu à des scènes magnifiques de plus d'une heure chacune, tandis que plus loin au sud, l'aube et le crépuscule se déroulent en un instant, changeant entre jour et nuit ou entre nuit et jour en quelques minutes. Les régions de l'Arctique connaissent des étés relativement doux et des hivers supportables du fait de la présence du soleil au-delà du cercle polaire, tandis que les régions d'Antarctique ne se réchauffent pas assez pour faire fondre leurs neiges éternelles et leurs glaces, tant le soleil passe rapidement, formant des cercles plus larges au sud. Cela fait de l'Antarctique l'endroit le plus froid de la Terre, avec une moyenne de température de moins 49 degrés, comparée à une moyenne au pôle Nord de moins 15 degrés. Donc on va en Antarctique ? Demandai-je en mettant la capuche de mon parka pour protéger mes oreilles. Nous allons au-delà de l'Antarctique, mon garçon, s'exclama grand-père en pointant au-delà de la carte. Tôt le matin suivant, après avoir volé toute la nuit au-dessus d'une mer sombre et agitée, l'aurore pointa juste derrière nous, illuminant le large plateau de 60 mètres de haut constituant l'Antarctique et s'étendant à perte de vue. Nous continuâmes de voler plein sud au-dessus de l'Antarctique jusqu'à midi, quand grand-père nous fit descendre sur une plaque de glace près du pôle sud. « Pourquoi n'atterrissons-nous pas sur la piste là-bas » demandai-je. « J'ai bien peur de ne pas avoir l'autorisation de me poser là-bas, mon garçon. En fait, le traité de l'Antarctique signé par 53 pays et protégé par l'armée interdit les explorateurs amateurs en Antarctique, et s'ils nous attrapent, on aura des ennuis. » Grand-père me fit un clin d'œil et me donna une boussole, alors que nous marchions vers un poteau rouge et blanc planté dans la glace. Ils disent qu'ici se trouve le pôle sud, mais ils se contredisent en disant que le vrai pôle sud bouge tout le temps. C'est une excuse facile pour justifier leurs mensonges. Parce que si la Terre était vraiment un globe et que nous étions exactement au point situé le plus au sud, alors tu devrais pouvoir marcher en cercle, dos au pôle, avec ta boussole pointant le nord devant toi dans toutes les directions. Je marchais en grand cercle, dos au pôle sud, et le nord resta pointé vers la direction d'où nous venions, où que j'aille. Réfléchis un peu. Si nous étions en bas d'une boule, comment la boussole peut indiquer le nord ? Le nord devrait être en haut de la boule, donc l'aiguille devrait pointer vers tes pieds. Les aiguilles nord des boussoles, quand on est au pôle sud, doivent pointer vers l'espace, dit grand-père en riant. La vérité est qu'ils ont placé ce poteau rouge et blanc de façon arbitraire ici en Antarctique pour que les gens riches, avec l'autorisation de leur gouvernement, puissent faire leur tourisme de pingouins et prendre leurs photos pour dire qu'ils sont allés tout en bas de la Terre. Mais comme tu peux le constater avec ta boussole, il y a encore beaucoup de terre au sud du pôle sud, qui n'existe nulle part sur le globe. Nous regardâmes vers le sud du pôle sud, la montagne de glace qui s'étendait devant nous. Cette terre n'existe sur aucune carte connue et elle pourrait s'étendre à l'infini. Il y a peut-être d'autres terres au-delà de ces montagnes, ou peut-être il y a quelques barrières comme un dôme qui nous enferme. Toute ma vie, je me suis demandé ce qui pouvait exister au sud du pôle sud. Allons voir. Au moment où nous remontions dans l'avion pour redécoller, un message radio d'urgence nous accusa d'avoir atterri sans autorisation en Antarctique et nous avertissant que notre appareil serait abattu si nous ne faisions pas demi-tour immédiatement. Grand-père resta immobile un instant, coupa la radio, se tourna vers moi et dit « Nous n'aurons qu'une seule chance, mon garçon, et on vient de trop loin pour retourner sans réponse. » Grand-père démarra le moteur et nous décollâmes à toute vitesse en direction du sud. En quelques minutes, un groupe de jets militaires vint nous serrer de près et son visage rayonnant d'excitation se changea en désespoir. Notre vitesse maximum ne pouvait rivaliser. Les jets se rapprochèrent, commencèrent par des tirs de sommation. Grand-père tenta une manœuvre évasive de diversion, mais en vain. Un autre tir vint assez près et nous l'entendîmes siffler au-dessus de nos têtes, et ce fut le dernier avertissement. Les larmes aux yeux, grand-père vira de 180 degrés et fit demi-tour. L'escorte militaire nous accompagna jusqu'à la piste d'atterrissage que j'avais vue auparavant, nous obligeant à nous poser. Puis, arrêtèrent grand-père et le gardèrent dans une pièce sans fenêtre pendant plusieurs heures. Quand finalement il sortit, grand-père dit que parce qu'il avait servi dans l'armée, ils lui ont simplement donné une tape sur la main, sinon il aurait pu avoir une amende et aller en prison pour ce qu'il avait fait. Ce soir-là, avant de reprendre notre long vol de retour, grand-père me raconta quelque chose qui devait changer mon existence.
Assis sur des caisses et tout en mangeant du riz et des haricots dans des assiettes en carton, il me regarda avec des yeux tristes et en fronçant les sourcils, il dit : « Tu es assez grand maintenant pour connaître la vérité, mon garçon. Tu te rappelles que ta grand-mère et moi t'avons raconté que ton père était un grand pilote et ta mère une formidable exploratrice ? Je dressai les oreilles pour cette rare mention de mes parents. Et comment, quand tu étais tout petit, leur avion s'est perdu au cours d'une expédition ? Je hochai la tête. Je ne t'ai jamais dit, j'étais avec eux. Et l'expédition était exactement à cet endroit. Je volais seule dans mon avion et tes parents étaient ensemble dans un avion identique. On partageait tous la même passion pour la vérité et on voulait explorer les terres au sud du pôle sud et nous décidâmes d'y aller. Comme aujourd'hui, les avions de chasse nous ont interceptés sitôt après avoir passé le pôle, nous envoyant des messages d'urgence par radio et en envoyant des tirs de sommation. Sachant que ton père était le meilleur pilote, je les attirai vers l'ouest pendant que ton père et ta mère continuaient vers le sud. Deux jets m'ont suivi, mais un autre a pris en chasse l'avion de tes parents, et c'est là que j'ai perdu leurs traces. La dernière chose que j'ai entendue fut la voix de ton père dans la radio disant : « Nous avons le droit d'explorer la Terre et vous n'avez aucun droit de nous arrêter. » Plus personne n'eut de nouvelles de mes parents. Il n'y eut ni rapport, ni cérémonie, ni certificat de décès, et toutes les requêtes au sujet de l'incident restèrent sans réponse. Grand-père et moi gardions espoir qu'ils aient réussi à s'échapper vers le monde inconnu, mais il semble qu'année après année, s'ils avaient survécu, ils seraient sûrement rentrés à la maison. Cela fait 30 ans depuis que mon grand-père m'amena à ce triste vol. J'ai décidé depuis de me faire un devoir de découvrir la vérité et je ne referai pas la même erreur que mes parents et mes grands-parents. Cette conspiration vieille de 5 siècles, qui a nécessité un lavage de cerveau de l'humanité tout entière, protégée par l'armée et sa technologie avancée, ne pourrait être vaincue par un seul homme. Seulement, si un grand nombre de personnes s'éveillaient et mettaient au grand jour la vérité, alors l'exploration pourrait commencer. J'ai donc mis tout en œuvre pour faire le plus de bruit possible au sujet de notre terre plane. J'en ai parlé à tous les gens que j'ai rencontrés. J'ai fait des posters, des autocollants, des panneaux et des timbres. J'ai créé des sites internet, des blogs, des documentaires et des articles. J'ai posté des photos, des vidéos, des cartes sur les forums et les réseaux sociaux. Lentement, de plus en plus de gens posent des questions avec l'esprit critique et réalisant tous les mensonges. J'ai commencé à écrire des livres, à faire des podcasts, à répondre à des interviews et à composer de la musique au sujet de notre terre plane. J'ai même écrit un livre pour les enfants intitulé « La Terre plane » pour aider nos plus jeunes enfants à comprendre comment on leur a menti. Enfin, je suis allée dans une école de pilotage pour devenir moi-même pilote, comme mon grand-père et mon père. Et quand j'ai eu les moyens, j'ai acheté mon propre avion, The Earthplane 3. Maintenant, des dizaines de millions se sont réveillés et voient la réalité de notre Terre plane, et ils s'emploient à diffuser l'information à travers le monde. L'humanité est prête pour la vérité, et dès aujourd'hui, nous allons à la découverte. Moi-même et une centaine de pilotes et de marins avons organisé une véritable flotte d'avions et de bateaux pour explorer l'Antarctique et au-delà. Ils ne peuvent pas tous nous arrêter, et un grand nombre de soldats sont de notre côté. Ils nous ont même assuré qu'ils passeraient par-dessus leurs ordres pour nous laisser passer sans problème. Aujourd'hui, c'est le dernier effort de ma famille pour libérer l'humanité. Aujourd'hui, la pseudoscience et ses laquais, tels M. Tyson, vont s'effondrer et la vérité sera connue de tous.